Pour souscrire à l'offre Premium, Bob vous dit toute la vérité et avoir accès au programme chaque jour, plus un accès illimité au podcast de l'émission, cliquez sur l'onglet Abonnement Web Radio sur le site bob-toutelavérité.fr. Merci d'être chaque soir de plus en plus nombreux à me rejoindre ici même. Merci également d'aller vous balader sur le site. On a eu 3 millions de pages vues entre le 4 septembre et aujourd'hui et on ne peut que vous en remercier. Les podcasts se téléchargent par milliers. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à souscrire à l'une des offres proposées. Offre abonnement bien sûr proposée sur ce site. Et je voudrais d'ailleurs remercier tous les partenaires de cette émission Top Secret avec Rocksucker, Nexus. Il y a un nouveau numéro qui va arriver début novembre. Science et inexpliqué également, les jeudis du paranormal. Donc merci mille fois. On a également tout récemment signé un partenariat avec l'Observatoire du réel. Exactement. On aura l'occasion de vous en reparler. Dans tous les cas, si vous êtes des habitués de la maison, je vous annonçais il y a quelque temps l'adaptation télé de cette émission radio unique en France. Et bien après de nombreuses réunions avec la production, il s'avère que je ne ferai pas partie de l'aventure. À ce jour, cette production ne me garantit pas l'intégrité de mes propos. Elle veut manipuler l'information et rendre divertissante, en tout cas divertissant les dossiers que j'aborde ici tous les soirs. Ayant trop de respect pour vous, qui me faites confiance, je préfère perdre des milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais ne pas vous tromper en me fourvoyant dans ce genre d'émission. Parmi les invités que je devais avoir à mes côtés dans cette adaptation télé, Jean-Pierre Petit, qui a décidé de ne pas attendre cette émission télé pour tout dévoiler sur le dossier OVNI et pouvoir. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir, bonsoir. Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. Vous êtes toujours attendu comme le Messie. Il n'est pas certain qu'on finisse pas tous les deux dans l'Arzac à faire une secte, hein, Jean-Pierre. Je les imagine bien tous les deux. On va acheter des toches blanches et puis on va y aller. Donc bon, bon Jean-Pierre, on va évoquer effectivement ce dossier OVNI et pouvoir qui, je sais pour vous, est un sujet explosif, bien pire que le nucléaire. C'est ce que vous me dites. Ah ouais. Alors on mange, on vous dit, hein, c'est ça. Alors, si vous voulez, il y a une chose, c'est que là, on a une émission d'1 heure. Hein. Ouais. En fait, c'est pas une émission qu'il faudrait, c'est 5. Hein. Donc, je vais essayer, puisque vous avez décidé de rendre ça téléchargeable gratuitement, de donner le maximum d'informations dans ce genre de choses. Donc là, j'ai même réexigé ça de façon à ce que je puisse ne pas perdre de temps. Donc moi, effectivement, j'ai été tout récemment sollicité par une chaîne qui est Planète, pour ne pas la nommer, pour participer à l'enregistrement d'un 52 minutes sur le thème Les ovnis et le pouvoir. Depuis 1975, j'ai participé à un grand nombre d'émissions télévisées qui ont toutes été d'une médiocrité remarquable. Soit le débat était faussé, soit le plateau était encombré de gens peu sérieux, allant jusqu'à des leaders de sectes comme les Raéliens, soit tout était censuré, etc., etc. En fait, la seule émission sérieuse à ce jour a été celle qui a été présentée par le journaliste de Direct 8, Damien Amouchi, je crois que c'est en 2008. Sérieuse parce que ce garçon avait accepté de suivre nos directives. Mais bien que bénéficiant d'un audimat très honnête, cette émission n'a pas eu de suite. Donc la chaîne Planète se lance dans cette affaire, va prochainement vous présenter sa vision du dossier OVNI et le pouvoir. Alors à titre d'avant-première, parce que moi je pourrais pas mobiliser à moi seul les 52 minutes d'émission, ils ne garderont qu'une partie. On a décidé, Bob et moi, de vous présenter ce que je développerai pour Planète, parce que je serai interviewé. Je vais interviewer, je leur parlerai 1 heure, puis là-dedans ils prendront une certaine partie. Donc autrement dit, si vous regardez cette émission, là vous trouverez des compléments sur des choses de ce genre. Alors on va aller très vite, un peu en courant, mais c'est comme ça. Donc, si on prend par exemple le versant USA, vous savez que le phénomène OVNI se manifeste avec insistance dans l'immédiat après-guerre, et les deux superpuissances se demandent si c'est l'un ou l'autre qui envoie le phénomène OVNI. Alors, il y a un épisode très amusant, c'est que dans les années 70, j'avais pu avoir la copie d'un document de 1000 pages qui avait été obtenu au titre du Freedom Act, et qui faisait alors c'était des pages avec des endroits barrés, avec du marqueur noir pour enlever les noms, les trucs, les machins, etc. Et il y avait un document à mourir de rire où il s'agissait on faisait état d'une rencontre entre des espions américains et des espions russes, et en gros le dialogue c'était nous on croyait que c'était vous qui nous envoyiez ça, non nous on croyait que c'était vous, donc ils ont compris que c'était pas ça. Alors ensuite effectivement première question, est-ce que les ovnis constituent une menace pour les États-Unis? Bon, tous les gens qui ont regardé un petit peu le dossier savent que ça date pas de 45, qu'il y avait déjà des Foo Fighters pendant la guerre, et puis il y a la célèbre histoire de juillet 47 de Roswell qui se situe autour du 509e escadron de bombardement qui était équipé de B-29 armé de bombes nucléaires. En 97, le colonel Philippe Corso va reprendre tout ça dans un bouquin qu'il appelait le jour d'après Roswell. Bon. Alors, la question que se posent les Américains, c'est les ovnis sont-ils une menace? Oui, ils sont hostiles. La preuve, c'est quand ils s'enfuient quand on approche. C'est ce qu'écrit Corso. C'est un moyen de rire. Alors, effectivement, le général Trudeau demande à Corso
de faire du rétro-engineering. Effectivement, on évoque des épaves, etc., afin de créer des armes pour se défendre contre les envahisseurs. Puis vous vous souvenez, par exemple, de la phrase de Reagan à l'ONU disant si jamais il y avait une menace de genre, on serait tous au coude à coude contre les extraterrestres, etc. Enfin, je vous laisse le soin de découvrir tout ce qui se dit dans le livre de Corso, c'est gratiné. Ensuite, dans les années 70, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le CUFOS, le Centre d'études, Center for UFO Studies, le Centre d'études des ovnis, qui était fondé en 73 à Evanston par Hynek, qui était une personnalité du monde des ovnis. Donc moi, je me trouve aller à un colloque à Evanston en 76. Je m'attends à trouver un centre de recherche et je trouve un 2 pièces avec une secrétaire qui est chargée de noter les rendez-vous du maître. Donc c'est complètement bidon. Et quant au collège invisible qui est évoqué par Hynek, c'est bidon aussi. Bon. Alors en 47, il y a quand même une chose qui est étonnante, c'est que ça correspond à la fondation de la CIA. Et la CIA est fondée en 47 et elle remplace par ses pouvoirs le FBI. Et c'est le signe d'une puissante activité de renseignement sur le plan international. Et on peut s'étonner de la coïncidence entre Roswell et la date de fabrication de la CIA. Alors pendant un demi-siècle, la règle générale, c'est le debunking. Debunking, ça veut dire démolir les trucs. Alors quand quelqu'un voit quelque chose, on lui explique qu'il a vu Vénus, qu'il a vu la Lune, qu'il a vu ceci, qu'il a vu cela. Moi, je me rappelle même d'une opération de debunking où il y avait un scientifique qui devait être rédacteur en chef d'une revue américaine très connue, et il y avait un pilote qui avait vu des trucs, et le gars lui expliquait qu'il y avait des lucioles qui s'étaient mis dans son double vitrage de son cockpit. Alors c'est vrai que les pilotes, quand on racontait ça, ils finissaient d'en avoir marre. Bien sûr. Bon, ensuite, c'était Vénus, c'était Jupiter, tout y passait. Bon. Dans l'après-guerre, la prise scientifique sur le phénomène ovni est très limitée. Aux USA, en 52, on invente quand même un appareil qu'on appelle le Vidéon, qui est un appareil de photo à 2 objectifs, et à UFO-Science, on s'est même procuré un exemplaire. Donc il y a 2 objectifs, et à l'intérieur, on utilise un film de 35 mm. Et c'est destiné à l'US Air Force. Et avec cet appareil très astucieux, quand on prend un cliché, sur un côté, on a l'image optique, et sur l'autre, on a un spectre grâce à une bonnette à réseau. Donc, les bonnettes à réseau, ça commence maintenant. Ensuite, en 60-61, vous connaissez l'histoire de l'Avrocard de Princeton. Là, ce sera encore une émission à soi tout seul, comment je suis tombé là-dessus quand je suis allé à Princeton. Bon. Et puis, à partir des années 50, justement, je pense à partir de Roswell, on pourrait dire, les États-Unis mettent en place une politique extrêmement énergique de debunking. Bon, là, on pourrait disserter pendant des heures sur cet aspect étranger. On va venir à la France. Donc la France, elle a aussi son lot de faire observation de petits bonshommes verts. En 73-74, le ministère des Armées, Robert Gallet, donne une interview à Jean-Claude Bourret et il déclare que le sujet OVNI est digne d'intérêt. Puis tout bascule en 75. En 75, je publie, grâce au mathématicien Henri Schnorr-Witt, une note au compte-rendu de l'Académie des sciences intitulée pudiquement « Convertisseur MHD d'un genre nouveau ». Bon, enfin, c'est visible que c'est des soucoupes volantes. Et à ce moment-là, la contre-attaque émane de Avery Schatzman, qui est également académicien et qui est président de l'Union rationaliste et qui mène une croisade anti-OVNI. Et alors ça, c'est d'autant plus paradoxal que Schatzman a été président du jury de ma thèse, donc il ne pensait pas que j'étais un imbécile. Donc quand on pense à OVNI et pouvoir, il y a plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir scientifique, et il y a le pouvoir médiatique actionné par les 3 pouvoirs précédents. C'est très simple. Alors il y a une très vive hostilité immédiate au sein du pouvoir scientifique. Cette note au compte-rendu de l'Académie des sciences, accompagnée d'un film 16 mm pris par Vuitton, montrant la suppression de la turbulence de sillage, qui est déjà en soi un résultat extrêmement concret et important, et qui infirme les conclusions du rapport Condon. Vous rappelez que le rapport Condon, c'était le phénomène OVNI ne présente pas de danger pour les Américains, et ensuite c'est un sujet complètement dénué d'intérêt scientifique. Rien que l'expérience qu'on a fait avec Vuitton, on avait un cylindre, derrière un cylindre, vous savez, qui a un gros sillage turbulent très puissant et visible. Voilà, on avait réussi à faire disparaître ça dans de l'eau. On pouvait annihiler. Donc on ne pouvait pas dire tout ça c'est bidon, quoi. Bon. Alors Schatzman se trouve assez rapidement interpellé par des gens dans ses conférences publiques, parce que lui, ses conférences publiques, c'était le sujet OVNI, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que les gens voient passer des trucs très rapidement, qui sont supersoniques ou même hypersoniques. Ils doivent faire un bang, pas possible. Or, ils font pas de bruit. Donc, c'est pas vrai. Alors ensuite, moi j'explique que des arrêts MHD peuvent se sustenter, et Schatzman dit que ça contredit des théorèmes. Alors je demande un droit de réponse à Schatzman, et en 1976 j'arrive à exercer ce droit de réponse aux assises de l'Union rationaliste d'Annecy, et Schatzman mord la poussière. Donc c'est la première fois qu'un anti-OVNI se fait ramasser complètement en public. Et là c'est le début d'une lutte absolument impitoyable.
Alors ensuite, il y a d'autres personnages qui sont présents. Le journaliste Jean-Claude Buret a présenté un ouvrage très remarqué qui s'appelle Défi des ovnis aux éditions France Empire. En fait, il ne crée pas la matière de ses ouvrages, mais il permet à des co-auteurs de composer des pages, puis il ajoute un chapeau. En 1976, une seconde note au CRAS, les aérodynes à induction, donc débutent les travaux scientifiques dans une cave de l'Observatoire du laboratoire d'astronomie de Marseille, où travaille Maurice Viton, on travaille là-dedans. Courtès ferme les yeux. Bon, je rédige une 50aine de pages pour le nouveau livre de Bourret, comme disait un copain, le livre écrit par machin, sous le pseudonyme de Jean-Claude Bourret. Bon, c'est vrai qu'il met juste les chapeaux. Il intitule ça Le nouveau défi des ovnis, et il m'achète ça en nous fournissant une partie de l'avance, je pense ça leur représentait, 800 €, un truc comme ça. Donc, la présence de ces éléments, cette fois solide scientifiquement, ce qui est un truc sans précédent, propulse l'ouvrage au hit parade des ventes. En plus, Bourret double ses signatures de bouquins, de conférences, etc. Donc le fossé entre ovni et science disparaît. Le pouvoir décide de réagir. À ce moment-là apparaît un personnage qui va jouer un rôle dans tous les coups fourrés possibles et imaginables, qui est un polytechnicien qui s'appelle Gilbert Payan. Donc d'après les renseignements qu'on peut trouver sur le site de RR0, il serait X de promotion 48, qui situerait son âge actuel autour de 85-87 ans. S'il a 23 ans en 48 quand il sort de là, de Polytechnique, ça lui donne 50 ans au moment où il prend contact avec moi, à la clinique où je suis hospitalisé. Pourquoi ? Parce qu'en préparant des manips de MHD, je me ramasse un électroaimant de 250 kg sur le dos qui m'envoie à l'hôpital et puis je serai affirme pendant longtemps, etc. Donc, ex-ingénieur militaire de l'armement, thèse de doctorat, Payan présente très bien. Il y a un costume 3 pièces, un gilet, c'est un politique ambitieux, dénué de tout scrupule, qui jouera pendant 25 ans un rôle de go-between avec les militaires. Président de la commission de mécanique du ministère de la Recherche, directeur des études et recherches de la société Creusot-Loire. En 1976, Claude Poher, directeur du département fusée-sonde au CNES, prend contact avec moi. Moi, je suis sidéré par la faiblesse de ses connaissances scientifiques et techniques. Il y a de quoi mourir de rire, mais ça, ce serait une émission à ce tout seul. Je vois qu'il est membre du collège invisible d'Ainec, et comme ce collège invisible d'Ainec était censé réunir des scientifiques formidables, s'il y a Poher, c'est vraiment rigolo. Bon, enfin, l'ascension de Poher au CNES a peut-être été facilitée par Alain Poher, qui est peut-être président du Sénat, qui est peut-être un parent. Bon, en 2003, Poher publiera un livre qui s'appelle Les universons énergie du futur, qui est un ramassis inimaginable d'âneries, quoi. Il redécouvre la piézoélectricité. En 1976, Poher écrit à Courtès une lettre où il met petit, évitons même dans votre labo des recherches de plus haute importance, il serait donc important que ceci, que cela. Courtès, qui jusqu'ici a fermé les yeux, téléphone au directeur général du Sénat, il s'appelle Delay, puis il lui demande qu'est-ce que je dois faire. Delay lui répond immédiatement, pas de ça chez vous. Alors, Viton se virait, on perd notre labo clandestin, quoi. Alors, je dis à Poher, mais pourquoi est-ce que vous avez envoyé une lettre pareille ? Il répond, c'est des cons. Alors, je dis, oh là là, ce type-là, il est vraiment impraticable. En 1976, Payan me demande, alors que je suis gravataire à la clinique, auriez-vous une idée de couverture pour des recherches sur les ovnis qui seraient camouflées en recherche d'un caractère industriel ? Je dis oui, on pourrait mettre l'ovni dans un carter, on appellerait ça une pompe à vide MHD. Donc grâce à ces appuis, Payan obtient un contrat de recherche et reste à trouver un laboratoire et un directeur de labo qui accepte de signer le contrat. Et ce sera l'intègre Georges Lin, alors directeur de l'Observatoire de Marseille, qui accepte de signer le contrat. Mais il me demande effectivement la confidentialité totale. Si j'en parle maintenant, c'est parce qu'il est à la retraite, quoi. Donc on met à disposition une pièce de 4 mètres sur 4 au sous-sol. Viton est vigoureusement chambré par Courtès. Après avoir il a finalisé la manip de suppression de vagues d'étrapes dans ce même local, qui est un résultat très important. Mais il me dit, écoute, j'irai pas plus loin. Et il a raison, parce que s'il était allé plus loin, il se serait fait écraser. Vous allez voir le nombre de gens qui se sont fait écraser par la suite. Bon, alors, effectivement, avant que cette expérience ne soit montée, au moment où on installe le matériel, il y a une élagne qui casse et je reçois un lourd électroaimant qu'un labo de Toulouse nous a fait prêter, je reçois ça sur le dos. Rein brisé, je pars immédiatement à l'hôpital où je reste 6 mois. Pendant ce temps-là, Poher me dit qu'il rencontre des ministres, ça lui monte à la tête. Jean-Claude Bourret vend des dizaines de milliers de livres avec ce chapitre de 50 pages que je lui ai créé et qui garantit son succès. Il monte aussi un système de conférence avec une équipe, il est partout les villes après ville, après que ses assistants aient placardé sur les murs des affiches imprimées portant TF1 Jean-Claude Bourret et diaporama exclusif. Les gens croient que c'est une émission, ils viennent, et puis crac, ils doivent raquer et gagnent énormément d'argent. Un jour, il me téléphone à ma clinique et il me demande si une calculatrice programmable pourrait m'être utile. Son frère vient de ramener une des USA, ça vient de sortir. Moi, je réponds oui. Il m'envoie alors la première calculatrice programmable, TI-57, un ordinateur de poche, dont le prix est aux environs de 200 €.
Ça m'est effectivement assez utile puisque je peux pas bouger de mon lit, je peux faire des calculs. Et à un moment, il y a une personne qui me téléphone en disant j'étais à une conférence de Jean-Claude Bourret, ça fait ça le comble. Quelqu'un lui a demandé ce qu'il faisait de tout l'argent qu'il gagnait. Il a répondu je regarde pas tout pour moi, j'en reverse une partie à la recherche. D'ailleurs, je viens de payer un ordinateur à Jean-Pierre Petit. Mais un ordinateur, dans l'esprit des gens, c'est pas une calculatrice programmable. Ouais. Donc je renvoie la calculatrice programmable à Jean-Claude Bourret dans une caisse en carton. En 1977, Payan m'annonce triomphalement que le CNES vient de créer le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dont le responsable est Claude Poher. Curien est alors directeur du CNES. Payan me montre la lettre du type qui a signé cet acte, c'est le polytechnicien ingénieur général Yves Sillard, qui est alors président du CNES, je crois, alors que Curien est directeur. Bon. Et il a flanqué le GEPAN d'un conseil scientifique de 7 membres, alors je vous donne les membres. Il y a Gruot, qui est, je crois, secrétaire général du CNES, René Pelat, décédé maintenant, polytechnicien, physicien des plasmas, grand physicien des plasmas, Roland Ness, décédé également, doyen de la faculté des sciences, spécialité cosmologie, Guy Monet, polytechnicien, à l'époque directeur de l'Observatoire de Lyon, Christian Perrin de Bréchambault, polytechnicien, décédé lui aussi, qui est haut fonctionnaire à la météo nationale, et puis il y a un psychiatre qui s'appelle Faure, et puis le 7e, c'est un responsable de la gendarmerie nationale. Et moi je dis à Payan, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas dans un conseil scientifique? Il me répond, c'est normal, vous n'êtes pas du CNES. Donc, s'inspirant de la réalisation américaine, le Vidéon de 1952, Poher passe contrat à une société d'optique Jobin et Yvon de construction de bonnettes à réseau qui doivent être adaptées sur les appareils photo des gendarmes. Voilà. Pour obtenir des spectres d'OVNI. Donc, les gendarmes reçoivent leur dotation, mais 30 ans après, il sera impossible de retrouver dans les archives du CNES et à la météo nationale, à la gendarmerie nationale, les traces de ce matériel, sa description, son mode d'emploi et le bilan de l'observation. Il n'y a rien. Le dossier bonnette spectroscopique est vide tant au CNES qu'à la gendarmerie nationale. Bon, alors, depuis la lettre de Poher à Courtès, les rapports ne sont pas au bon fixe. Poher décide de créer un statut de collaborateur extérieur du GEPAN qui est un fourre-tout. Il me désigne comme membre, mais comme il a un petit peu peur de moi, il me noie au milieu de 40 mecs qui sont des ufologues, qui sont n'importe quoi. Il fixe une réunion à Toulouse. Moi, j'y vais pas. Comprenant dès lors que le GEPAN n'a aucun programme scientifique, Poher démissionne en 1978 et prend une année sabbatique. Il sera à son tour affecté à une sorte d'activité fantomatique, c'est un placard, quoi, intitulé Études avancées, il passera des décennies jusqu'à la retraite à faire des cocottes en papier, quoi, c'est tout. Il est remplacé par un jeune polytechnicien, Alain Esterle. Le GEPAN a alors toujours le statut de département du CNES. Il dispose d'un budget, d'une autonomie, de décision, de recherche. Il y a des ingénieurs, des techniciens, des collaborateurs, des contrats. Et à ce moment-là, Esterle, qu'est-ce qu'il a fait? Il invente la théorie du tétraèdre. Alors il fait des conférences là-dessus, c'est grotesque, quoi. Selon lui, le phénomène OVNI se situe à l'intérieur d'un tétraèdre dont les sommets sont 1, le témoin, 2, son environnement psychosocial, 3, son témoignage, et 4, l'environnement physique. Et il dit, forcément, le stimulus est dans ce tétraèdre. Il a réussi à capturer le phénomène OVNI. Bon, Vuitton ayant abandonné, moi je me retrouve avec comme collaborateur un assistant de la faculté des sciences de Marseille, Michel Billotte, que j'ai connu à l'Institut de mécanique des fluides de Marseille dans les années 60, qui me rejoint à l'Observatoire de Marseille. À l'époque, je suis encore très diminué pendant un accident de travail, je marche avec des béquilles, je ne peux pas participer aux travaux de laboratoire. Billotte, pouvant engager des dépenses sur ce contrat, grâce à l'appui de Gérard Paléan, s'adjoint un assistant thésard d'origine tunisienne. De mon côté, je tente un contact avec Alain Esterle en espérant qu'il pourra se montrer moins maladroit que Poher. À son attention, je rédige un document de 200 pages intitulé « Perspective en magnéto-hydrodynamique » où je consigne mes idées du moment. Je saurai plus tard que ce document est rapidement monté à Carpentier, qui est directeur de la DRET, c'est ainsi qu'on appelle la recherche militaire à l'époque, maintenant c'est la DGA. Ce dossier est apporté là-bas par un polytechnicien, ingénieur de l'armement, que je ne connais trop bien, parce que j'ai fait Super Héros avec lui. Les polytechniciens pouvaient suivre les 2 dernières années de Super Héros en titre d'école d'application. Cet ingénieur arrive dans le bureau de Carpentier, alors directeur de la DRET, et lui dit, maintenant que nous avons les idées de Petit, pourquoi nous embarrasser de lui? Voilà, ça commence. Bon, hein. Sympa. Alors, extraordinaire. Ensuite, je continue à avoir affaire avec Gilbert Payan, et Gilbert Payan, au bout d'un an ou deux, après avoir vraiment fait le tour de toutes les idées que je peux avoir, il me dit une phrase qui me cloue complètement sur place. Il me dit, supposons que vous arriviez un jour à faire disparaître ces ondes de choc devant une machine volante, comment est-ce que vous la propulseriez-vous? Je me dis, il n'a rien compris, c'est effrayant. Ouais. Alors, à un autre moment, je lui ai demandé quelle était sa motivation. Et là, il me fait la réponse suivante. Ces engins volent notre espace aérien et c'est inadmissible. Et je vais très vite, mais je pense que les gens enregistreront et réécouteront. Ouais, ça permet d'aller très vite. Donc ces engins violent notre espace aérien, c'est inadmissible. Et moi, je prends ça pour une plaisanterie. Pas du tout, c'est ce qu'ils pensent réellement, quoi, c'est tout. Et si vous lisez le livre du colonel Corso, vous verrez que c'est ça. Hein. Bon, alors, je repense à Esterle et je me dis,
un bon polytechnicien, il connaît rien à rien. Donc, il faut lui donner un ingénieur qui connaissent la mécanique des fluides. Et je me souviens d'un garçon qui s'appelle Bernard Zappoli, qui a fait cette thèse de doctorat à Marseille, et j'ai surtout apprécié que quand j'étais à l'hosto, c'était un des rares qui avait pris des nouvelles. Ouais. Je recommande à Esther de le faire embaucher au CNES, et le CNES procède à son embauche. À ce moment-là démarre une opération de pillage scientifique avec son immédiate complicité. Ces gens ont trouvé, dans le rapport que je l'avais remis, le schéma d'une expérience visant à étendre dans un gaz froid l'expérience de suppression de sillage turbulent derrière un cylindre. On avait fait ça en hydraulique, et là, on voyait ça, c'était visuel. Bon, dans un gaz, le sillage turbulent, ça fait du bruit. Ouais. Si on arrivait à supprimer ça avec un micro, on pourrait mettre ça en évidence. Et Zappoli me téléphone tous les jours, etc. Puis avant, je lui dis, mais écoute, de toute évidence, étant donné les questions que tu poses, ça signifie que vous êtes en train de monter un contrat de recherche quelque part. Ce que sera le plus simple, c'est pas que je vienne à Toulouse et qu'on boucle ça ensemble. Il me répond, oui, c'est un contrat de recherche, mais l'armée ne veut pas que tu sois dedans. Je dis, qu'est-ce que vient faire l'armée? C'est comme ça, Esther te propose un statut de collaborateur extérieur, et c'est ça ou rien. Sinon, tu seras complètement tenu en dehors de ces recherches. Et là, je me rappelle une phrase de Guérin, qui m'avait rapporté ce que lui avait dit Payan. Il avait prétendu que Payan lui aurait dit, tôt ou tard, Petit devra être écarté des recherches à cause du contexte. Vous voyez, c'est total. Ouais. Donc, je dis à Zappoli, écoute, le statut de collaborateur extérieur est complètement vide. Moi, j'ai lu la d'externe, c'est vraiment se moquer du monde. Mais est-ce qu'il est nécessaire que tu sois complice de ce qui n'est rien d'autre qu'un pillage scientifique? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? T'as qu'à traîner un peu des pieds, je sais pas. Oh, désolé, me dit Zappoli, la partie est trop belle, nous avons des crédits en abondance. Esther et moi sommes allés à Moscou la semaine dernière, nous pouvons voyager et passer des contrats. Désolé, ravi de t'avoir connu, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Alors moi, je lui dis, alors je vous abandonne et vous allez vous planter. Et Zappoli me répond, c'est toi qui le dis. Et j'abandonne ces fripons à leur triste sort. Ouais. Et je ne sais pas à l'époque que Payan a derrière toute cette histoire. Il aura cru jusqu'au bout qu'en constituant une équipe, en y mettant le prix, il serait possible de développer ses idées sans moi. J'ai compris des années plus tard pourquoi ils s'étaient mis en tête de faire de la MHD sans moi. C'est vrai que sans m'en avertir, ils ont remonté à Toulouse l'expérience qu'on avait fait avec Viton d'annihilation avec des traves. Mais entre l'hydraulique et les gaz, il y a un monde complet. Alors ils ont fait ça, ils ont branché deux fils avec des traves disparues. Ils se sont regardés avec satisfaction en disant c'est ça la MHD, mais c'est très simple. Donc à ce moment-là, Esther demande à Zappoli s'il se sent, sur la base de ces informations que j'ai données au CNES, de développer des idées sans moi. L'autre se déclare pas capable, et voilà qu'ils partent là-dedans. Bon, j'ignore à l'époque que Payan est derrière ce montage. Ouais. Alors il reste des recherches menées dans la cave de l'Observatoire de Marseille, que je ne puis suivre de très loin, que vu mon état de santé qui rend très problématique, tout trajet ex-Marseille. Un jour, je découvre que Billotte fait faire une thèse d'ingénieur docteur à son brillant étudiant tunisien. Et comme il ne connaît rien en plasma, cette thèse est complètement idiote et vouée à l'échec. Donc je lui explique pourquoi. Payan continue de suivre le projet. Devenu PDG d'un groupe qui s'appelle Instruments SA, il prête à Billotte de coûteux matériels qui n'ont strictement rien à voir avec nos recherches. C'est n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là qu'un ami me dit « je suis passé à la DRET, c'est-à-dire à la recherche militaire à Paris, et j'ai entendu dire qu'il se montait un projet de recherche très important à MHD, et qu'un contrat allait être passé avec son responsable, un certain Michel Billotte. » Je tombe des nues. Ouais. Je vais à Marseille, Billotte me confirme qu'il y a un projet de contrat de recherche avec l'armée, et qu'il a préféré me tenir en dehors pour que je ne vienne pas perturber cette recherche expérimentale qu'il entend mener seul. Ah oui, il y a un vrai blacklistage quand même. Hein, oui, alors là je dis à Billotte, tu as trois choix possibles. Soit Payan et toi, vous me mettez sur le coup, soit tu laisses tomber le projet, soit la dernière option, la pire, je suis obligé de monter à Paris, à la DRET, et de révéler que ce projet est basé sur mes idées, mais que tu es incompétent, et je te donne 3 mois. Il ne fait rien. Hein. La description que Billotte m'a donnée de l'expérience fait que je comprends que c'est immanquablement voué à l'échec. Ouais. Billotte choisit de ne rien faire, je monte à Paris, je rencontre le général qui est en charge du projet, qui est classé secret défense. Ouais. Je lui en décris le contenu en lui expliquant que cette expérience est absurde, le projet capote immédiatement. Payan disparaît comme un poisson qui regagne les profondeurs obscures qu'il affectionne. Ouais. Yvon Georgelin, le directeur, est choqué, il dit bon, on arrête tout, il décide de mettre un terme à ses recherches et il fout de Billotte dehors. Hein. Alors, celui-ci fait soutenir cette thèse de son étudiant tunisien de l'Université de Marseille. Et il y a un chercheur, Bernard Fontaine, qui a toujours foutu son nez partout, qui me dit « Si tu viens à la soutenance de cette thèse, toute la communauté scientifique de la région se dressera contre toi. » Bon. Ouais. Alors, à côté de mon appartement d'Aix, j'achète un minuscule local de 3 mètres sur 3 et avec l'aide d'amis, je rapatrie le matériel qui se trouve dans la case de l'Observatoire de Marseille. Mais entre-temps, René Pelat a placé comme étant mon directeur scientifique, a fait enlever le principal outil de travail dont on disposait, c'était le puissant électro-aimant de Tesla.
Donc je démarre absolument tout seul dans ma chambre de bonne des recherches qui techniquement sont très proches de ce qu'on fait avec Jean-Christophe Doré dans le garage de Rochefort, en 2008. Hein. Bon, un ingénieur fraîchement issu de l'école des arts et métiers, Bertrand Lebrun, prend contact avec moi et exprime son souhait de faire une thèse de doctorat. Moi je lui réponds, écoutez, si vous cherchez des ennuis, ça c'est garanti. Il me dit, ça m'est égal, j'ai envie de m'amuser. Bon, très bien. Donc la description des blocages rencontrés à l'Université de Marseille pour son inscription et la tenue de cette thèse, qui devra finalement être soutenue à Poitiers, mériterait une émission à ce tout seul. C'est inimaginable. Le sol vaciller sous mes pieds. Les détails défient l'imagination. Le travail de thèse de Lebrun consistera à effectuer une première simulation numérique de l'annihilation d'une onde de choc autour d'une maquette. Il faut se rendre compte qu'on est dans les années 80 et une simulation, il n'y en a pratiquement pas. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Donc, on est en train de faire le calcul pour une expérience avec une rafale chaude délivrée par une soufflerie à choc, telle que j'avais à l'Institut de mécanique des fluides. L'opposition locale est extrêmement vive et les 3 directeurs des labos de mécanique des fluides de la région menaceront de démissionner en bloc si on les contraint d'accepter un tel sujet de thèse. Alors par on, il faut entendre la direction générale du CNRS. En effet, au fur et à mesure que les travaux théoriques progressaient, je rencontre à Aix Papon, qui est alors directeur général du CNRS, un brave type. Donc je le rencontre dans une espèce de surprise partie. Je lui compte les difficultés que j'ai rencontrées et que je continue à rencontrer. Et le pauvre, il soupire, hausse les épaules en disant « Ah, la recherche ». Et là, à ce moment, j'ai fait un coup de bluff, pas possible. Je lui ai montré les photos de ma chambre de bonne et je lui ai dit, Paris Match propose de m'interviewer la semaine prochaine, ce qui n'était pas vrai, mais si vous ne faites rien, je fais visiter. Et les gens se rendront compte de l'état de l'imagerie française. Là, résultat immédiat, Papon prend peur, il me convoque à Paris avec René Pelat, dont on se souviendra qu'il est membre du conseil scientifique du CNES, du GEPAN. Et Papon dit à Pelat devant moi, la rencontre est extrêmement brève, est-ce que les idées de Jean-Pierre Petit tiennent debout? Pelat, à la différence d'autres déjà cités, est un fait spécialiste des plasmas. Il interviendra d'ailleurs par la suite pour promouvoir le projet ITER, accédera au poste d'administrateur général du CEA, de haut commissaire à l'énergie atomique. Avant de décéder dans un accident, il est mort à la suite d'une hydrocution. Pelat répond par l'affirmative, donc la rencontre est brève et Papon dit bon, on donne suite. Alors on sort. Simplement là, je crois que j'ai déjà mentionné cette anecdote, quand je suis dans le couloir, je dis à Pelat, mais comment se fait-il qu'avec le CNES, le GEPAN et tout ça, ça se passe aussi mal? Et il me répond, crois-tu que si on avait voulu traiter le sujet sérieusement, on aurait pris des cons pareils? Bon, voilà, hein. Il est mort, il ne peut pas dire le contraire, mais c'est ce qu'il m'a dit. Bon. Alors ensuite, Papon confie à Michel Combarnous, qui est directeur du département sciences physiques de l'ingénieur, qui est le plus important département du CNRS, le soin de monter le projet. Combarnous se rend en Union soviétique et il questionne les Russes à mon propos. Je suis bien connu à cause de travaux que j'ai menés avec succès en 66 sur l'annihilation de la stabilité Velikov. Et Combarnous revient en disant à Papon, bah oui, Jean-Pierre Petit, c'est un costaud. Alors le CNES décide d'accorder une bourse à Bertrand Lebrun, et Combarnous s'active pour monter le projet de recherche. Et il me dit de la phrase merveilleuse, le seul labo de France où je me sois pas fait jeter avec vos idées à la con est un labo situé à Rouen, prenez contact. Bon, je prends contact avec Rouen. Lebrun et moi arrivons à placer une communication dans un grand colloque international de l'IMHD qui se tient au Japon, à Tsukuba, et on ne peut pas aller faute d'argent. Même chose plus tard dans un colloque international à Pékin. Une publication est placée dans un journal très important, The European Journal of Mechanics, une revue dirigée par le futur secrétaire de l'Académie des sciences de Paris, l'académicien Paul Germain. Là encore, le placement de ce papier se fait pas sans mal, mais le récit de ce combat mériterait en une autre émission. Laissons tomber. Et là aussi, les Russes interviennent, dont Velikov lui-même. 2 années supplémentaires se sont écoulées. Il semble que nous soyons près du but, mais les élections amènent à un changement du président de la République. Et en France, quand il y a un changement comme ça, tous les responsables administratifs changent. Donc à ce moment-là, Papon est viré, Combarnous aussi. Papon est remplacé par un certain Feneuil à la tête du CNRS. Et Feneuil est un transfuge des ciments Lafarge. On a décidé que le CNRS devait être géré et que les ciments, c'est formidable. Ensuite, il y a un nommé Charpentier qui remplace Combarnous et tous mes appuis disparaissent. Donc, à Rouen, j'ai un contact qui est Claude Thénard, qui est un maître assistant très sympathique, qui est un peu mon relais. Puis un jour, il me téléphone, puis il me dit, pour le contrat de recherche avec le ministère de la Recherche, il y a un problème, l'armée ne veut pas que tu figures dessus. Qu'est-ce que vient faire l'armée dans ce projet? J'y peux rien, c'est Payan qui m'a transmis ça. Il est encore là-dedans, celui-là, c'est pas possible. Et oui, c'est lui qui a pris l'affaire en main depuis que Combarnous a été viré. Alors, ou tu acceptes de ne pas figurer sur le contrat, ou il n'y aura pas de contrat du tout. Le pauvre Thénard dit pour rien, je décide de formuler pour voir une demande minimale. Je dis rien pour moi, mais comme la bourse du CNRS arrive à son terme, je demande une bourse de RET, une bourse dans l'armée de 1200 € par mois pour Lebrun, pour qu'il puisse continuer à travailler.
Donc il y a une réunion de la dernière chance qui se tient à Rouen. Présent, il y a les Rouennais, il y a 6 militaires, je crois même me rappeler qu'ils sont en uniforme, il y a Bernard Fontaine pour le CNRS, et il y a Gilbert Payan. Alors Thénard fait son exposé, moi je fais mon exposé, et puis il y a un ingénieur militaire qui dit, bon, faut être clair, si les moyens de recherche sont ici à Rouen, la tête est à Aix. Hein. Donc je pense que ce projet est intéressant. Et là il dit une chose très intéressante, il dit, ça pourrait déboucher sur un missile de croisière hypersonique. Voilà ce qui intéresse les militaires. Bien sûr. Et il dit, donc notre conclusion est simple, soit on donne une bourse pour le brin, une rallonge de crédit pour Rouen, soit rien du tout. Réponse dans un mois. Un mois passe, la réponse officielle ne viendra jamais. Elle est transmise officiellement par le type du CNRS, Bernard Fontaine, qui me téléphone en disant « dans le train qui nous ramenait à Paris, ils étaient tous très enthousiastes pour le projet, ils ont rendu un rapport très positif. » Le brin a alors dû bénéficier d'une bourse, mais la décision a été annulée en haut lieu. Alors moi je dis à Fontaine, mais en haut lieu, jusqu'où ? Ça a été annulé par le directeur scientifique de la DRED, qui est un type de Normal Sup, mais on parle aussi d'une intervention de RNU, ministre des Armées. Alors ça c'est surréaliste. Un ministre qui a agi pour annuler l'octroi d'une bourse de 200 € pour un type. Quoi. Bon. Et Fontaine me dit c'est comme ça, le bras tourne à porte close dans tous les laboratoires français, et il devra partir travailler dans le privé. Quand on revient, je dis à Lebrun, mon vieux, le bateau est en train de couler, au poste d'abandon, tu finis la rédaction de ta seconde thèse, celle qui suivait ton 3e cycle, soutenue un an plus tôt. J'envoie également ma lettre de démission à Thénard, qui convoque le groupe chargé de piloter cette expérience, dont fait partie Gilbert Payan. Et Thénard me communique le compte-rendu de ce rapport, et Bernard Fontaine faisait aussi partie de ce comité. De manière mensongère, Fontaine dira que mon abandon est fondé pour des raisons de santé, ce qui n'est pas vrai. Quant à Payan, il décrète que c'est pas parce que je me suis retiré qu'il faut abandonner. Mais Jean-Pierre, je vous coupe 2 secondes. C'est toutes ces guerres intestines, finalement, qui font pas avancer le dossier OVNI ? Ah non, ça ne fait pas avancer, c'est catastrophique. Disons que dans ce truc-là, il y a 2 choses. Premièrement, ça les intéresse à cause des applications militaires. Bien sûr. Et secondo, ils aimeraient bien faire ces applications militaires sans moi, parce qu'ils savent que jamais je n'accepterai de signer des clauses de confidentialité, quoi. C'est tout. Donc, c'est Payan, là-dedans, il doit avoir 85 ans maintenant, ce type-là. Mais bon, alors, hélas, privé de mes conseils, le pauvre Thénard accumulera les erreurs. Ces tuyaux RMHD mal conçus exploseront les unes après les autres, ils consomment de l'argent, c'est l'échec complet du projet. Alors, Payan, une fois de plus, disparaît dans les profondeurs, mais cette fois, l'armée se fâche, il est foutu en retraite anticipée, ils ont dit, il a assez déconné. Et à ce moment-là, je reçois à la visite de mon domicile la visite d'un ingénieur militaire, un jeune qui doit avoir 28 ans, qui s'appelle Henri Mondard. Et il me remet en propre un rapport rédigé par Zeppoli concernant les recherches qui avaient été entreprises 2 ans avant à Toulouse. Et ce rapport est un constat d'échec sur toute la ligne. Et là encore, je dirais que la description de cette histoire mériterait encore une émission. Bon. Zeppoli, confronté à des difficultés inextricables, est arrivé à une impasse. Il n'arrive pas à ioniser le gaz. L'armée envoie alors à Toulouse Henri Mondard, qui lui a de solides connaissances en matière de plasma. Sur place, très vite, il est révolté par le climat de pillage scientifique qui se trouve derrière toute cette histoire. Ayant le rapport de Zeppoli en main, il décide de me le remettre. Donc il vient à Aix, il me remet le rapport. Donc des moyens d'essai coûteux ont été mis en place par Zeppoli, qui est complètement incompétent, en envoyant dans la tuyère de 10 cm par 10 des micro-ondes de 3 GHz pour ioniser l'air. Il s'y prend très mal et c'est l'échec. Et moi, je suis fou de rage. Parce que si j'avais été sur place, en 2 jours, j'aurais tout remis sur pied. Hein. Donc je décide de publier des extraits de ce rapport dans une revue ufologique minuscule qui s'appelle OVNI Présence, qui était tenue à l'époque par un garçon de nationalité grecque qui s'appelait Péri Petrakis. Et lui, il titre en couverture « Gépan, une manique de trop ». Sa diffusion amorce un début de scandale. Ayant Bride sur le coup, et en tant que directeur de département, Esther avait géré complètement ce contrat. Il avait tout signé, il avait le droit de le faire. Curien, qui est directeur du CNES, dépêche Relais Pelin à Toulouse, et Pelin passe 1 heure avec Esther dans son bureau. Et ça, vous trouverez ça dans le livre qu'a écrit Velasco, qui avait Esther pour patron, et qui dit à un moment qu'il y a un personnage important qui est arrivé, qui a passé 1 heure avec Esther, et quand il est parti, Esther était tout pâle, il a démissionné. Donc à ce moment-là, démission d'Esther, et le GEPAN est remplacé par le CEPRA. Alors il y a une chose, c'est qu'après Claude Poher, Esther et Zeppoli sont aussi mis dans des placards et priés de ne plus faire parler d'eux. Hein, parce qu'Esther, avant, donnait des interviews dans la presse, c'est terminé. Hein. Alors le GEPAN disparaît. Ce service perd son autonomie et avant il avait un statut de département, il est remplacé par le CEPRA qui est pompeusement baptisé Service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Hein. Et Velasco, qui est un simple technicien en optique, devient responsable. Il est soigneusement tenu en laisse par Zeo, qui est secrétaire général du CNES.
à ce moment-là, il y a Christian Perrin-Brichambault, polytechnicien, qui est le seul type vraiment honnête de la bande, haut fonctionnaire à la météo nationale. Il a fini par comprendre au fil des années le jeu joué par le CNES. Et en tant que membre du conseil scientifique du GEPAN, il demande à Curien, en écrivant 2 lettres successives, la tenue d'une réunion de clôture du conseil scientifique. Les courriers restent sans réponse. Moi, j'ai publié les 2 lettres de Perrin-Brichambault dans mon bouquin « Enquête sur les ovnis », mon premier ouvrage sur le sujet. Et là encore, il y a un truc amusant, c'est que l'ouvrage avait été commandé par l'éditeur Robert Laffont, mais quand il a vu le bouquin, il a eu peur de le publier. Donc il m'a donné 2 briques d'avance là-dedans, il m'a dit vous les gardez, il n'a pas voulu. Donc finalement c'est sorti chez Albin Michel. Voilà. Entre-temps, l'armée s'occupe du cas Henri Mondard. Elle va laminer complètement ce garçon en faisant une véritable ruine humaine. Il a été, quand les gens veulent vraiment bousiller les gens, c'est pas mal. C'est le comportement d'une mafia vis-à-vis d'un membre qui a brisé la loi du silence, le Merta. Il a amené le rapport à Jean-Pierre Petit, catastrophique. Alors, pour que Lebrun puisse finir sa thèse, il faut de l'argent pour qu'il puisse continuer à vivre. Bien sûr. Donc, je connaissais à l'époque Van der Sel, qui était un journaliste à Actuel, et on lance un rapport assez rigolo dans Actuel. Et à ce moment-là, il y a un industriel de la région parisienne qui dirige une importante société d'usinage, Sométal. En fait, c'est pas son vrai nom, mais c'est pas net. Et il répond à ma demande d'offre de payer Lebrun. On reçoit 2 billets d'avion et la voiture de société vient nous réceptionner à l'aéroport. Monsieur Dubosquet, c'est pas son vrai nom non plus. Il signe tout de suite un premier chèque de 1200 € en disant, ben voilà, il n'y a pas de problème. Lebrun rédige sa thèse, nouvelle difficulté pour la soutenance, etc. Bon, soutien à Poitiers. Et à ce moment-là, Lebrun part à Paris et il fondera une société qui sera spécialisée dans les simulations numériques dans les fluides, qui est tout nouveau. Et ses compétences sont très demandées par les gens qui font des moteurs de voiture pour calculer les combustions dans les cylindres de voiture. Donc sa société se développera, il aura une douzaine d'employés, ingénieurs et techniciens, il n'y a pas de problème. Alors là, Payan est fou de rage, parce que le projet Rouen s'est effondré, après que le projet Toulouse, quelques années plus tôt. Et les militaires me réclament à leur boss. Alors j'ai vite compris le danger. Et sur la base d'informations qu'on pourrait appeler exotiques, j'ai créé au milieu de ces années 80 le premier modèle cosmologique à vitesse de la lumière variable. Alors là, je voudrais dire un truc qui est assez cocasse, c'est que avant de faire cette émission, donc je m'étais dit, je vais faire un truc écrit, et là, heureusement, j'en ai imprimé une partie, parce que et j'ai oublié de prendre la précaution en faisant ce truc-là de débrancher Internet. Donc moi, je suis l'objet d'attaques, franchement, de la part des hackers, comme c'est pas mal, quoi. Bon, alors voyons voir. Alors, donc, je travaille depuis plusieurs années avec le mathématicien Jean-Marie Souriau, qui est décédé début 2013, et grâce à ses enseignements, mes progrès sont très rapides. Et au moment, Georges Lin, qui est l'ancien directeur de l'Observatoire de Marseille, me dit, écoute Jean-Pierre, méfie-toi, l'actuel directeur qui s'appelle James Lequeux, qui est directeur en plus de la revue Astronomie et Astrophysique, il prépare un mauvais coup. Je dis, s'il me prend un mauvais coup, je vais essayer de déjouer ce coup. Donc je demande une entrevue avec Lequeux, et dans son bureau, au tableau noir, je lui explique les bases de mon modèle cosmologique à vitesse de lumière variable. Or, en fait, dans l'histoire, il n'y a jamais un Français qui a apporté une contribution à la cosmologie. La cosmologie, c'est allemand, c'est autrichien, c'est anglais, c'est américain, mais c'est pas français. Il ne me croit pas une seule seconde, et il envoie au CNRS une lettre que le CNRS lui demande, où il dit « Les travaux de M. Jean-Pierre Petit n'intéressent en rien l'Observatoire de Marseille ». Formidable, la direction générale du CNRS m'envoie une lettre de cachet disant je mets fin à ces charpentiers qu'il écrit, je mets fin à votre affectation à l'Observatoire de Marseille, vous serez désormais géré comme chercheur isolé. Là, c'est le début des ennuis catastrophiques, quoi. À ce moment-là, coup de chance, quelques semaines après, j'ai 2 articles qui sont acceptés dans la rue Modern Physics Letters, qui est une revue de haut niveau, et ça squeeze complètement la démarche de Lequeux. Donc je suis viré de l'observatoire et réintégré 15 jours après. Ah, c'est bien, c'est magnifique. Ah oui, vraiment. Mais disons que dans un truc comme ça, vous savez, là j'avais pris des notes, mais tout ça, ça a été effacé à distance, etc., parce que j'avais gardé cette putain de collection. Mais par exemple, lorsque Esterle quitte le GEPAN, il est remplacé par Velasco. Et en fait, avant de partir, Esterle avait rédigé une note de GEPAN, et pendant un certain temps, le groupe du CNES éditait des notes, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Je crois que c'est la note numéro 8 qui portait sur Trans-en-Provence. Donc à ce moment-là, ce truc-là est publié.
Et bon, ça fait un certain remous parce que un biologiste nommé Michel Bougnas, qui est directeur de recherche à l'Institut national de recherche en agronomie d'Avignon, il a montré qu'un atterrissage d'OVNI s'était accompagné de traces biologiques tangibles, parfaitement corrélées avec la distance. Et en plus, non seulement il a fait ça, mais il le confirme dans la presse. Il sera massacré. Ah oui, carrément. C'est-à-dire qu'il perdra ses collaborateurs, il perdra son matériel, il perdra son labo, tout. Il se retrouvera finalement dans une pièce de l'université d'Avignon. Puis il y a de quoi déprimer, il est mort d'un cancer bien avant. Mais dites-moi, Jean-Pierre, pourquoi on placardise comme ça et on blacklist tous ces gens-là? Alors, justement, là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de pouvoirs qui étaient en place. Ouais. Il y avait le pouvoir politique, mais c'est peut-être celui qui se manifeste le moins. Le moins, oui. On a la sensation. Il n'y a rien dans la tête. Bon. Il y a le pouvoir militaire, et puis il y a le pouvoir scientifique. Les scientifiques veulent garder. Alors c'est vrai que, question blackout, le pouvoir politique et le pouvoir militaire bénéficient de l'aide des scientifiques, mais elle est acquise complètement. Il ne faut absolument pas que notre pouvoir basé sur notre savoir soit contredit par des gens qui en sauraient beaucoup plus que nous. Voilà pour ça. Alors, à ce moment-là, la réponse est très simple. Bougnas s'est intéressé au sujet OVNI, on le massacre. Jean-Pierre Petit s'est intéressé au sujet OVNI, on le massacre. Alors là, si je devais raconter, par exemple, moi, après la thèse de Lebrun, j'ai compris. Je me suis dit, bon, s'il faut que je me défende, je vais faire comme Robin des Bois, je vais partir dans la forêt, mais tout seul, quoi. Faut pas m'encombrer d'un thésard supplémentaire. Et puis ensuite, j'ai plus de matériel, j'ai plus rien, j'ai plus qu'un papier et un crayon. Et je me suis défendu pendant 25 ans avec papier crayon, avec 0 centime de crédit. Alors on disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait lui supprimer ses locaux? Il n'y a pas de locaux. Alors lui supprimer ses collaborateurs? Il n'y a pas de collaborateurs. Bon, on lui supprime ses crédits, il n'a pas de crédit. Son matériel, il n'a pas de matériel. On pourrait à la rigueur lui enlever son papier et un crayon, mais il va en racheter un autre. Voilà. Alors là, le combat de Jean-Pierre Petit avec le CNRS, papier crayon, mais là encore, ça mérite une émission, parce que c'est à mourir de rire. Je leur ai tendu des pièges pas possibles. Quand j'ai travaillé sur le retournement de la sphère, quand j'ai fait des maths, de la géométrie. Et en fait, quand je décris ma carrière scientifique à cette époque-là, imaginez un étang avec des nénuphars, il y a une grenouille sur un nénuphar, et quand on se met à tirer à la Kalachnikov sur le nénuphar, la grenouille change de nénuphar. Donc j'ai changé de sujet, de domaine, etc. J'ai fait n'importe quoi. J'ai été directeur d'un centre informatique, j'ai fait des maths, de la géométrie, et à chaque fois on n'arrivait pas à m'attraper, quoi. Et dites-moi, Jean-Pierre, le fait qu'on décrédibilise ce dossier OVNI, c'est voulu, j'imagine, mais c'est pour cacher quoi, finalement? Quoi? Pour cacher quoi? Écoutez, il y a une chose, c'est que le phénomène OVNI en lui-même, pour moi, il n'y a absolument aucune ambiguïté, ce sont des visites d'extraterrestres, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, je crois que c'est pas la peine de se cacher derrière son petit doigt. Donc, une chose comme ça, mais ça déstabilise tout. Ça déstabilise le pouvoir politique, ça déstabilise le pouvoir militaire, le pouvoir scientifique, tout. Mais oui, mais on peut pas aller contre à un moment donné s'il se manifeste. Mais oui, mais je veux dire qu'il y a une chose que j'avais commencé à évoquer dans mon premier bouquin, dans l'enquête sur les OVNI, c'est ce que j'ai appelé une réaction psycho-socio-immunologique. Lorsque vous êtes construit, vous, avec un certain nombre de croyances que vous avez dans la tête, comme ça, et si quelqu'un commence à vous asticoter de ce côté-là, vous allez finir par devenir agressif, c'est tout. Voilà. En disant ça c'est ma vie privée, ou ça je veux pas qu'on en parle, etc. Et là, je veux dire qu'il y a une espèce de façon de toucher aux arcanes du pouvoir, aux arcanes de la science. Mais enfin, je sais pas, imaginez quelqu'un qui arrive au Vatican en disant voilà, écoutez, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre, j'ai trouvé le tombeau du Christ, c'est à tel endroit. Voilà. Mais les pouvoirs, aujourd'hui, ils savent, le pouvoir, quels que soient les pouvoirs, d'ailleurs, politiques, scientifiques, médiatiques, etc., tout le monde sait? Pardon? Est-ce que tous les pouvoirs, puisqu'on a parlé des pouvoirs politiques, médiatiques, militaires, scientifiques, est-ce que tous ces pouvoirs savent que le dossier OVNI existe, que les OVNIs sont extraterrestres, et qu'il y a une omerta? Mais vous savez, ils le savent, mais à la limite, c'est instinctif. Vous savez, une réaction immunologique, vous avez une réaction de rejet face à quelque chose. Par exemple, vous savez, quand vous dites « Oh là là, ce type-là, je le vomis ou alors ce truc-là, je peux pas le supporter vous avez une réaction, par exemple, quand vous mangez une nourriture qui vous est pas bonne. Vous allez les dégueuler, c'est tout. Et vous employez cette expression en disant « Moi, ce type-là, il me fait dégueuler, quoi. » Eh bien, ces gens-là vomissent, c'est tout. Et par exemple, imaginez qu'on vous fasse manger quelque chose en disant « C'est ça », vous allez vomir avant même de vérifier que c'est vraiment ça. Oui. Mais le problème, c'est une réaction instinctive. Et là, à ce moment-là, là encore, il faudrait une émission complète pour détailler les mécanismes psychologiques de ce genre de choses. Mais
Alors maintenant, je voudrais raconter quand même une autre anecdote. Ouais. Il y en a une ou deux comme ça à raconter, parce qu'il nous reste, je vois, un quart d'heure, 15 minutes. Et là, j'avais pris des notes, mais ça a été effacé, mais je m'en souviens. Disons que c'est l'histoire du 5 novembre 1990. Alors le 5 novembre 1990, tout d'un coup, le ciel de France est zébré par des lueurs extraordinaires. Il y a 5000 témoins, tout le monde voit. C'est un truc extraordinaire qui va du sud-ouest de la France jusqu'à la région de Strasbourg. Hein. Alors, à ce moment-là, De Chavannes, qui a toujours l'émission Ciel Montmardi, organise très vite une émission là-dessus, quelques jours après. Je crois que c'est 2 jours. Et là, sur le plateau, avec surprise, je vois René Pelat et le responsable du service de communication du CNES. Et en fait, ces gens-là se disaient, Petit va nous dire, c'est la preuve que le phénomène ovni est réel. Ils avaient tous les dossiers sur les genoux. Et à ce moment-là, moi, je commence les débats en disant, bon, écoutez, je suis ravi de voir que sur le plateau, il y a des gens de qualité, ce qui va nous permettre d'avoir un débat un petit peu relevé. Maintenant, il y a une chose que je voudrais évoquer, avec laquelle il ne faudrait pas perdre de temps, c'est-à-dire cette histoire du 5 novembre, on sait tous que c'est la rentrée d'une fusée russe dans l'atmosphère. Donc, voilà. Et là, il tire une gueule des 6 pieds d'eau, il dit, comment est-ce qu'il fait pour être au courant? Évidemment, j'avais été au courant par mes antennes au CNES, donc leur argument, c'est que c'est la gueule. On s'aurait vu leur test, c'est génial, quoi. Bon. Alors, donc, le 5 novembre 90, c'est bien une rentrée dans l'atmosphère. Et qu'est-ce que font la presse? Eh bien, ils se dirigent vers le CEPRA, le service d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique, et ils interviewent Velasco, qui leur raconte des tas de choses, et surtout, qui dit, eh bien, la NASA nous a fourni 3 points de survol, et avec ces 3 points de survol, on a déterminé la trajectoire, et voilà la trajectoire. Et vous avez tous vu dans le journal cette carte de France avec ce trait qui représente la trajectoire. Bon. Et puis des années passent, je crois que c'est en 97, enfin c'est des années après, il y a un obscur ufologue qui s'appelle Robert Alexandri, qui est à Marseille, c'est un type qui est au chômage, qui est RMiste. Lui, à un moment, il télécharge sur son ordinateur, parce que maintenant on peut le faire, un programme d'orbitographie, il rentre les coordonnées NASA, et puis c'est pour ça que la trajectoire n'a rien à voir avec celle de Velasco. Bien sûr. Et à ce moment-là, il publie dans une petite revue à 200 exemplaires un article qu'il intitule « Quand le CNES engage des fumistes ». Oui, c'est ça, oh là là. Et à ce moment-là, Velasco porte plainte contre Alexandrie, qui est chômeur. Ouais. Et à ce moment-là, Alexandrie reçoit une lettre recommandée, il va au palais de justice, on lui dit, voilà, il faut que vous preniez un avocat. Ouais. Et Alexandrie dit, mais je peux pas. Et effectivement, vous savez que si vous êtes au tribunal de grande instance, vous n'avez pas le droit de prendre la parole au cours de votre procès, pas du tout. Vous ne pouvez être représenté que par votre avocat, et les démarches seront dirigées vers l'avocat et pas vers vous. Donc, autrement dit, il ne se rend pas compte, il ne prend pas d'avocat. Il revient 6 mois après, on lui dit, votre procès a eu lieu tel jour, et vous avez été condamné à 2 000 € de dommages et intérêts. Ah, super. Il tombe sur le cul. Et là, à ce moment-là, moi, je lui conseille de se déclarer coupable et de demander à la justice qu'elle porte son amende à 1 euro symbolique, ce qui lui permettrait d'écrire dans son journal, je suis absolument navré d'avoir causé du tort à M. Velasco en disant que c'est un fumiste, vraiment, je suis un coupable, etc., etc. Ceci étant, son travail, c'est de la fumisterie. Et ça, c'est différent. On n'a pas le droit de dire de quelqu'un que c'est un fumiste, mais on peut dire votre travail est de la fumisterie, et voilà, je le prouve. Bon. Il passe outre, il ne me croit pas, il fait appel, et même il aura le soutien de l'académicien Jean-Claude Pécaire. Malgré ce soutien, il est condamné à 5 000 € de dommages et intérêts. Ah ouais. Pas mal. Ah ouais. Et à ce moment-là, Velasco s'empresse de faire saisir son unique compte en banque, sur lequel il n'y a pas grand-chose, et heureusement, Alexandrie logeait dans un local qui appartenait à son père, sinon Velasco aurait fait vendre le truc pour payer l'amende, il n'y a pas de problème. Hein. Et ce qui était rigolo d'ailleurs, c'est que le saisie des comptes a été fait par un huissier qui s'appelait Javert, comme dans les Misérables. Ouais. Alors à ce moment-là, dans mon site internet, je déclenche un ovniton. Hein, il y avait le Téléthon, là j'ai un ovniton, et crac, je mets carrément 1 000 € là-dedans. Donc il y a 1 000 € de Jean-Pierre Petit dans la poche de Velasco. Et je suis très vite suivi, les 5 000 € arrivent immédiatement, on paye Velasco. Et il n'est pas content du tout. Et si vous allez sur le site RR0, facile à trouver sur Internet, vous verrez une interview de Velasco, où à ce moment-là, il dénonce le fait scandaleux que j'ai fait cet ovniton, c'est défaillant. Ah ouais. Apprécié, voilà. Bon, voilà. Alors, mais ça, si vous voulez, ça montre, on pourrait dire, l'aspect pas génial de ce type au point de vue humain, quoi. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce truc-là s'appelait le CEPRA, le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Et après cette histoire de procès, le CNES a procédé à un changement d'intitulé, et là, écoutez bien vos oreilles, ça s'appellera désormais le service d'expertise des phénomènes rares atmosphériques. Donc
c'est toujours le CEPRA. Ouais. Sinon, si c'était le phénomène atmosphérique rare, ce serait le CEPAR. Il faut garder l'acronyme. Donc, il change d'intitulé. C'est une façon d'avouer ce truc était bidon, quoi. Et en fait, ce service d'expertise de rentrée atmosphérique, c'était Velasco qui était incapable de servir un logiciel avec une secrétaire, quoi. Ça vous montre. Alors là, simplement, ce truc-là, ça vous montre une chose. Français, contribuables, on vous prend pour des cons depuis 38 ans. Je vous l'ai dit, maintenant vous réagirez si vous avez envie, mais si vous réagissez pas, tant pis, c'est votre problème. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre histoire, une dernière anecdote qui est pas très reluisante. Il y avait un journaliste qui s'appelait Robert Roussel, que j'avais côtoyé sur le plateau de l'émission J'y crois, pas. Et Roussel avait fréquenté pendant des années le GEPAN, le CEPRA, etc. Puis un jour, il écrit un bouquin et il envoie le manuscrit à Velasco pour lui demander son avis. Et là, à ce moment-là, il est surpris de voir que Velasco et Bourret, prétend-il, sortent un bouquin qui s'appelle OVNI, la science avance, et d'après Roussel, ils se sont largement servis dans ce qu'il avait fait. Alors il décide de porter plainte pour plagiat, et il écoute sans doute pas son avocat, ou alors son avocat est un imbécile, parce qu'un avocat aurait pu dire, écoutez, vous avez sûrement raison, je vous crois sur parole, mais vous n'avez aucune preuve que vous avez envoyé ce document, et vous ne l'avez pas déposé à la Société des auteurs, donc vous êtes perdant. Donc il déclare, il porte plainte, évidemment Bourret et Velasco portent plainte contre lui, et comme Bourret est un personnage important, l'amende n'a rien à voir avec ce qui était attribué à Alexandrie. Là, c'est plus de 100 000 euros, quoi. Je veux dire que Bourret et Velasco ont fait condamner Roussel à une amende, il a dû faire un emprunt pour payer. Il a été laminé. Et en plus, comme il est journaliste aéronautique, un journaliste aéronautique, c'est un type qui est dépendant de l'armée. Bien sûr. Donc on lui dit, écoutez mon vieux, vous avez voulu faire chier le monde. Premièrement, vous êtes lourdement condamné. Et ensuite, si vous bougez le petit doigt, il n'y a plus de boulot. Dites-moi, Jean-Pierre, c'est pire que le showbiz, le milieu OVNI, là, parce que c'est juste des guerres, mais sur guerre, c'est la folie. C'est sanglant. Alors, moi, j'ai eu le contact avec Roussel à cette époque-là. Je lui ai dit, écoutez Robert, est-ce que vous voulez pas que j'organise une collecte sur mon site pour trouver du fric Alors il m'a dit non, il était écrasé. C'est ça. Alors, vous voyez des gens écrasés, Bondard, réduit à l'état de ruine. Bougnas, pareil. Mais pareil, Benveniste a été assassiné. Je veux dire, il est mort sur une table d'opération. Tous ces gens étaient écrasés. Alors, bon, le seul qui est survécu, je dirais, c'est moi, parce que Robin des Bois. Vous avez eu des pressions, justement alors là, on voit bien que les pressions professionnelles, elles sont monstrueuses, mais d'autres pressions, des menaces. Des menaces, des choses comme ça, Oui, absolument. Mais je veux dire que, moi, face à des menaces physiques, j'ai dit, mais voilà, si jamais un jour je croise un tueur dans mon jardin avec son pistolet à silencieux, je lui défonce la tête avec une pioche, je vais l'enterrer dans un endroit tranquille. Je suis tout à fait capable de le faire. J'ai horreur des tueurs. Mais dites-moi, Jean-Pierre, si demain ces extraterrestres débarquaient officiellement quelque part, mais comment s'en sortirait l'État et les pouvoirs pour sortir la tête haute? Parce que là, vu tout ce qui se passe, le debunking qu'il y a, la désinformation, la manipulation, mais ce serait monstrueux. Mais justement, j'ai déjà réfléchi à la question depuis 30 ans. Je peux vous dire exactement ce qui se passerait. Prenons un endroit quelconque de France, que ce soit à côté de chez vous, aux environs de Paris, ou à côté d'Aix-en-Provence, peu importe. Tout d'un coup, vous avez un ovni de 10-15 mètres de diamètre qui stationne à 5 mètres du sol à tel endroit. Alors à ce moment-là, il y a des témoins qui disent, il y a ce machin bizarre au-dessus du champ, machin. Alors les gendarmes arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une bande noire et jaune et ils sécurisent. Voilà, c'est sûr. Puis en plus, il y a un truc emmerdant, c'est quand on s'approche de ce truc-là, même avec un casque, même avec n'importe quoi, quand on est à quelques mètres, on a un mal de crâne à tomber par terre. Par contre, il y a un chien qui se promène en dessous et on voit que les autres lui envoient à bouffer, quoi. Il est tout content. Alors, à ce moment-là, on essaye d'analyser le chien. Voilà. Et puis ensuite, cette histoire-là, imaginez, ça se produit le lundi, le mardi, le ministère de l'Intérieur téléphone en disant est-ce qu'il est parti ou non. Oui, c'est ça. Non, il est toujours là. Bon, alors à ce moment-là, vous me sécurisez la région. Alors, ils sécurisent comme c'est pas possible. Au lieu d'être 50 mètres, ça devient des kilomètres. On interdit les routes et tout ça. Mais quand même, on peut pas dire ça à la presse internationale. Ce qui fait qu'au bout de 4-5 jours, vous avez 45 chaînes de télé qui sont autour avec leurs caméras et leurs tentes de camping. Il se passe quelque chose, quoi. Puis alors après, vous avez des interpellations à la chambre, vous avez des gens qui se suicident, vous avez des profs de physique qui disent je ne sais plus si ce que j'enseigne vient de bout, quoi. Vous voyez. Et vous avez une espèce de secousse sismique planétaire, vous avez des religieux, par exemple. Puis alors, il y a un truc aussi, c'est que tout d'un coup, je sais pas, supposons que ça se passe dans la région aixoise, vous avez des 747 charters qui arrivent avec des cancéreux qui veulent être guéris.
vous avez des sectes religieuses qui arrivent en disant nous venons là. Voilà. Donc, le bouleversement social est énorme. Ouais, c'est énorme. Alors, c'est sûr que tout ça a été évoqué par un type vraiment très intéressant que je pensais fort d'inviter dans une émission, qui est Christelle Seval. Vraiment un gars intelligent, parce qu'à côté de ça, vous avez ce sociologue marron qui est Pierre Lagrange, quoi. Ouais. C'est nul. Mais Seval, c'est autre chose. On l'a eu, Seval, il est déjà venu, c'est incroyable, bon, c'est vrai. C'est bien, quoi. Ouais. Bon. Mais je veux dire, là-dedans, Seval a écrit Contact et Impact, et en se basant d'ailleurs sur les textes qu'on avait pu recevoir, il y avait cette espèce d'avertissement en disant si vraiment il y avait une évidence tangible de présence d'extraterrestres, ça introduirait des désordres internationaux à une échelle colossale. D'accord. Mais quand on voit ce qui se pointe actuellement, moi je ne sais pas, ça peut être pire que ce qu'on est en train de voir monter sous nos yeux, quoi. C'est tout. Hein. Voilà, c'est pas besoin de vous faire un dessin, quoi. La NSA espionne le monde entier. On va bientôt avoir des armes à micro-ondes qui vont nous pulvériser la tête, des OGM, le nucléaire. Enfin, qu'est-ce qui peut être pire, quoi, hein? C'est les gens qui disent, ben voilà, j'ai des enfants qui ont 12, 13, 14 ans, quel va être leur avenir, hein? Alors moi, je pense que le fait qu'on arrive à construire cette preuve tangible que le sujet OVNI est intéressant, ça me paraît être le seul recours, la seule chose que je vois. J'ai pas d'autre idée, quoi. Tout, hein. Et j'ai essayé de le faire à travers des recherches expérimentales, les recherches qui auraient permis de supprimer une onde de choc devant un objet. Bon, on n'a pas pu le faire. Maintenant, je vais publier des travaux sur un modèle cosmologique avec 2 vitesses de la lumière, dont une plus grande que l'autre, quoi. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas sur Planète, dans l'émission que je devais présenter, que Jean-Pierre Petit aura le temps de dire tout cela. Et je sais que le dossier il est à peine ouvert. À peine ouvert. Donc vous voyez que j'ai bien fait de pas adhérer à ce projet. Dans tous les cas, merci Jean-Pierre Petit d'avoir été encore une fois avec moi à cette émission. On a décidé de la mettre en accès libre. C'est-à-dire votre passage sera sur YouTube. Merci Bob. Non, merci à vous et puis à très bientôt. En tout cas, dans Bob vous dit toute la vérité. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, si vous pensez que le gouvernement nous ment, que la réincarnation existe, si vous avez vu un ovni, si vous croyez à la vie après la mort, si vous faites des rêves prémonitoires, si vous avez dormi dans une maison hantée, votre témoignage nous intéresse. Contactez-nous sur contact@bob-toutelavérité.fr ou au 3628 et dites Bob. À la fois passionnant et à la fois effrayant, ce dossier OVNI, et c'est pour ça qu'il revient très souvent dans Bob vous dit toute la vérité. Dans tous les cas, on y reviendra, c'est sûr. On aura, d'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous annoncer, quelque chose de... Oui, on fera une émission sur la guerre des mondes, parce que finalement, celui qui a effrayé tout le monde sur ce dossier OVNI s'appelle Orson Welles. On va fêter le 75e anniversaire de la guerre des mondes, lorsqu'il est dit à la radio américaine que des envahisseurs sont là. Les Américains ont commencé à s'affoler, il y a eu des gens qui sont suicidés, c'était incroyable. Et bien on aura Egon Kragel qui sera avec moi, ce sera le 31, c'est-à-dire jeudi soir. On fera une émission spéciale pour fêter dignement ce 75e anniversaire de l'émission mythique d'Orson Welles. Avant cela, demain, Axel Renaudin, le directeur de la communication de Greenpeace, sera avec moi pour les actions de Greenpeace, ce qu'ils défendent. On recevra également Janine Lejeunesse au sujet, entre autres, de sa rencontre du 3e type. Vous voyez que le dossier OVNI restera ouvert. Passez une excellente nuit, merci à toute mon équipe. Et comme je le dis tous les soirs, faites de beaux rêves ou de jolis cauchemars. Vérifiez que votre porte est verrouillée. Branchez les systèmes de sécurité. 21h minuit. Tout peut arriver. Bob vous dit toute la vérité.